Est-ce que vous connaissez Harold? Non, bien sûr que non. Personne ne connaît Harold. Harold Alibu, c'est un type pas pressé, coincé dans une ville sous-marine, à faire des petites corvées pour que les autres puissent rêver. On est perdu dans l'espace, c'est grand. Et dans ce grand, il y a un énorme vaisseau échoué au fond d'un océan, recyclé en ville, pour habiter une planète qui ne devrait pas être habitable. Ça vit, ça bosse, ça s'agite. Et au milieu, il y a Harold. Enfin, Harold Alibu. Pas un capitaine, pas un ingénieur, pas une tête sur une affiche. Si tout s'arrêtait, personne ne penserait à Harold Alibu, parce que son rôle, c'est pas de décider, c'est de faire. Et moi, dans cette vidéo, j'ai envie de raconter l'histoire de cette goutte d'eau dans l'océan. Harold Alibu, c'est un jeu d'aventure narratif, développé et publié par un studio indé allemand. Sa grosse singularité, c'est sa fabrication. Le jeu a une esthétique stop-motion assumée, construite avec des personnages, des décors réellement fabriqués à la main, puis intégrés et animés comme si ce monde avait d'abord été bricolé, et seulement après programmé. Ça fait un peu penser à The Midnight Walk, déjà parce que tu as cette impression de diorama vivant, des matières qui accrochent la lumière, des petits défauts visibles comme si le décor avait été touché avant d'être rendu, et aussi parce que le mouvement a ce rythme un peu image par image, pas fluide, comme une résistance. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, on va dérouler ce jeu depuis le début. On vit au fond d'un océan, dans un vaisseau échoué qu'on a recyclé en ville, le Fedora. Un nom qui sonne presque chic, presque confortable, c'est un joli chapeau après tout. Et il y a des secteurs, reliés par des tubes, un peu comme ces tubes où on balance des cylindres avec un truc dedans, et pouf, ça disparaît dans la tuyauterie, ça réapparaîtra plus loin sans doute. Quand on sort de ces tubes, on trouve des couloirs qui sentent le métal humide et l'habitude. Et au-dessus de tout ça, il y a Allwater, pas un ministère, pas la mairie du Fedora. Allwater, c'est une entreprise qui a pris la place d'un état, parce qu'elle tient la seule chose qui compte vraiment dans un vaisseau échoué, l'énergie. Il gouverne avec des compteurs et des procédures. Et au milieu, il y a nous, pas le héros, pas l'élu, Harold Alibu. Un nom qui sonne comme un dossier qu'on pourrait ranger. Harold, officiellement, c'est l'assistant de la professeure Marrow, une scientifique, un poste de labo. Sur le papier, ça sent la recherche, les instruments, les expériences. Sauf que le Fedora a une traduction immédiate pour ce genre de titre. Assistant, ça veut dire disponible, ça veut dire main, jambe, serpillière dès que quelque chose coince. Tu as de la science, des fois, mais tu aides surtout le vaisseau à ne pas tomber en panne. Et ça, bizarrement, personne ne l'écrit sur la fiche de poste de Harold Alibu. On commence notre aventure comme on vit, en retard. Pas un retard au travail, non. Un retard de paiement, nuance. On se fait arrêter, cinématique d'ouverture. Le major nous tombe dessus parce qu'on a une amende impayée. Même au fond d'un océan, même dans un vaisseau échoué, les factures sont là, fidèles. On est escorté vers le bureau d'Allwater, la station administrative, l'antichambre de la docilité. Et quand la cinématique se termine, on prend le contrôle, précisément dans un endroit où on n'a pas vraiment le contrôle. À gauche, une porte de sortie. Elle est là, exprès. Elle te regarde. Elle te fait croire l'espace d'une seconde que tu pourrais juste partir. Au centre, le secrétaire numéro 24. À droite, un petit garçon, Félix. Moi, je suis en mode ok, je teste la porte. Tu t'approches, tu essaies de sortir, et évidemment, recadrage. Le secrétaire te gronde, et si tu insistes, si tu t'obstines à tenter 3 fois, le jeu te donne même un succès. Ironique. Bravo, t'as découvert la liberté, elle ne marche pas. Donc la règle est claire. La porte est un décor, le vrai passage, c'est ailleurs. Ça a un petit parfum de The Stanley Parable. La porte est là pour te faire croire que tu décides. Elle te regarde choisir, puis le jeu te recadre. Quand tu parles à Félix, une série de scènes se déclenche. Sa mère, Brigitte, vient le chercher, et nous, c'est Marrow qui vient nous récupérer. Elle paye notre amende. Et là, déjà tu comprends la dynamique. Harold ne s'appartient pas, Harold est pris en charge. À partir de là, le premier vrai déplacement du jeu, c'est pas une grande traversée épique, c'est un suivi. Tu suis Marrow hors du bureau d'Allwater, jusqu'au tube, le transport interne. C'est littéralement ton baptême du Fedora. Tu deviens un cylindre parmi les cylindres. Tu choisis la station centrale, tu te laisses avaler et tu ressors ailleurs. La station centrale, c'est pas une destination, c'est un carrefour, un nœud. Tu reprends un tube et cette fois, tu choisis les labos. Et ça peut paraître simple, mais ça pose tout. Le Fedora, c'est pas un monde ouvert. C'est une série de compartiments. Et toi, Harold Alibu, tu es la petite cellule qui fait des allers-retours, parce que quelqu'un doit bien faire circuler les choses. À la sortie du tube, Marrow te mène jusqu'à son labo. Et là, seulement le vrai jeu commence. On te donne un appareil de communication, le PDA. Un fil invisible entre ta poche et l'idée que tu es joignable. Et c'est fou comme un simple appareil change la texture d'une journée. Chaque vibration, chaque message, c'est la ville qui te rappelle qu'elle existe, qu'elle a besoin. Le PDA ne sert pas à parler, il sert à te rappeler que tu es disponible. Et le jeu te le fait sentir par la boucle la plus simple du monde. Tu reçois un message, tu lis, et ensuite tu fais, tu traverses. À partir de là, ta vie devient une liste de trucs à faire. Le Fedora t'éduque à sa cadence. On a besoin de toi au labo, il faut nourrir les poissons, c'est simple, mais quelqu'un doit le faire. Et évidemment, tu retrouves Brigitte, la mère de Félix, dans le secteur énergie. Brigitte, elle n'a pas besoin d'un héros, elle a besoin d'un type qui sait appuyer sur des boutons. Elle te parle 2 secondes, puis elle te plante devant sa machine à échantillons. Un convoyeur, un tapis qui fait défiler des pierres, et une grille de scan au milieu. Une petite fenêtre où tout doit être à la bonne place. Le petit puzzle, c'est pas une énigme, c'est du timing. Tu regardes défiler les roches, et tu attends les rouges.
Quand une roche rouge arrive pile dans la grille, tu arrêtes le convoyeur. Pas avant, pas après, juste au bon endroit. Ensuite, Brigitte te dicte la procédure en gestes très simples. Un bouton pour couper, broyer, un autre pour enrober, pulvériser. Et tu recommences 3 fois, uniquement sur les roches rouges. Rien à déduire, rien à inventer. Repérer la bonne couleur, la stopper, exécuter la routine. Harold Alibu n'est pas là pour comprendre la théorie, il est là pour que la machine avance. Et c'est ça le Fedora. Ici, l'aventure, c'est pas vaincre un monstre. L'aventure, c'est de faire en sorte que la lumière s'allume encore demain. Et ça, c'est rarement l'affaire d'un PDG, c'est l'affaire de Harold Alibu. On croise Chris, le professeur et sa salle de classe, des enfants qui posent des questions. On croise Cyrus, un scientifique aussi brillant que pénible, occupé à bricoler les systèmes critiques du Fedora et à traiter tout le monde avec son sarcasme. On recroise Félix et d'autres gens qu'on va revoir, parce que le Fedora, c'est petit comme une rumeur. Tout le monde finit par se connaître, ou par croire qu'il se connaît. Puis, à un moment, quelque chose change. Pas parce qu'on a résolu une énigme de génie, pas parce qu'on a déclenché un événement avec une manipulation spéciale, non. Ça tombe tout seul. Harold est en train de faire ce que Harold fait, se rendre utile, sans que personne ne se demande si c'est une vie. Et là, une bouée capte un message venu de la Terre. Juste ça, déjà, c'est énorme. La Terre n'est pas un tombeau silencieux, donc la fin qu'on s'était racontée, elle se fissure. Le message est diffusé par accident sur l'intercom du Fedora, et du coup, au lieu d'être une info maîtrisée, c'est une onde de choc public. Tout le monde l'entend, personne n'a le temps de préparer un discours, et le Fedora se met à bourdonner comme une ruche qu'on a tapée sans prévenir. Et évidemment, Allwater ne peut pas laisser une fuite radio devenir une fuite politique, donc Castleshop intervient. Et là, enfin, on peut mettre un visage sur Allwater. Brenna Castleshop, c'est la PDG d'Allwater. On la voit surtout quand Allwater doit exister en public, annonce, présentation, gestion de crise, quand il faut transformer un événement incontrôlable en discours contrôlé. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle ne peut pas nier, tout le monde a entendu, donc elle filtre, elle cadre, elle décide de ce que le message est censé signifier. Parce que le vrai pouvoir d'Allwater, c'est pas seulement couper la lumière ou verrouiller les portes, c'est tenir le récit, décider quelle portion d'espoir est autorisée, quel pourcentage de panique est acceptable, quelle version de l'avenir peut circuler. Et très vite, l'énergie redevient la monnaie qui décide de tout. Si on veut bouger, décoller, partir, il faut de la puissance, et Allwater tient la prise. Et pourtant, on continue, parce que même quand tout le monde parle de la Terre, de retour, de relance, il faut bien que quelqu'un nourrisse l'aquarium. Même quand la ville tremble d'une idée gigantesque, il faut bien que quelqu'un descende voir le bruit bizarre dans le conduit. Et ce quelqu'un, c'est rarement celui qui fait les annonces, c'est souvent Harold Alibu, en train de courir, de traverser, de colmater, sans que ça n'intéresse personne. On nous envoie faire le tour des secteurs, observer, parler, ancrer les personnages, leur micro-drame. On prend un tube vers le labo, puis vers l'agora, et on explore l'agora, le quartier des commerces et du divertissement, les stands, les petites scènes, les vendeurs qui essayent d'exister dans un endroit où tout est rationné, même la joie. C'est là qu'on rencontre Buddy. Buddy, c'est le facteur. Il a cette gentillesse qui ne cherche pas à briller, pas un cadre, pas un chef, pas un nom qu'Allwater mettrait sur une affiche, juste un type qui passe. Sauf que c'est précisément pour ça qu'il connaît tout le monde, pas parce qu'il les contrôle, mais parce qu'il arrive chez eux. Et dans une ville où tout le monde est pressé de parler de l'avenir, quelqu'un qui écoute, ça fait bizarre, dans le bon sens. Buddy t'embarque dans un petit rituel, les lettres perdues, du courrier jamais livré, adresse incomplète, destination introuvable. Il y avait une personne au bout, mais la lettre n'a jamais atteint la personne. Et là, pour une fois, on ne t'attrape pas pour rendre service. Il ne te demande pas de porter un truc, ni de réparer une fuite, ni de faire tourner une machine. Il te propose juste de venir lire. Donc tu passes derrière le guichet, tu quittes le côté public, celui où les gens font la queue, où la ville joue à être une ville. Tu franchis une petite porte, tu entres dans l'arrière-boutique, et tu interagis avec des tas de courriers. Une lettre s'ouvre, du texte brut, une voix humaine figée dans une enveloppe qui n'est jamais arrivée. Tu fais défiler, tu lis jusqu'au bout, c'est parfois banal, parfois triste, comme les gens justement. Buddy, c'est une respiration, une pause dans un monde qui ne sait parler qu'en procédure. Mais bon, Marrow nous garde à portée de voix. Parce qu'il y a une autre affaire qui monte, plus sourde, plus technique, des échantillons, des procédures scientifiques, une idée de solution, un truc qui ferait basculer le destin du Fedora. Et on finit par se coucher, parce que le Fedora impose ses rythmes. La nuit tombe, l'énergie se coupe, fin de journée. Le lendemain, la routine s'effondre. Une alarme indique qu'il y a un problème au bassin, donc on va voir, et là, on découvre une créature coincée dans le système de filtration. Un être vivant étrange, marin, inconscient, qui ne ressemble à rien de connu ici. On la remonte, on la cache, et Marrow se jette dessus avec une excitation contenue. Ok, on n'a pas juste trouvé un poisson, on a trouvé une preuve que ce monde a sa propre vie et peut-être ses propres réponses. Et là, le jeu te fait faire un truc très concret, descendre des caisses dans ta chambre pour libérer de l'espace. Tu prends une caisse au stockage, tu la portes jusqu'à ta chambre, tu recommences. Au troisième trajet, c'est littéralement Tetris. Faire de la place, installer physiquement l'idée qu'on va héberger un invité secret. On nettoie la pièce comme si on préparait une chambre, et on commence à prendre soin de l'être qu'on surnomme Fishy. Faute de mieux, faute de nom. À partir de là, les jours deviennent compliqués. Une nouvelle responsabilité qui s'incruste dans la routine jusqu'à prendre toute la place. Chaque matin, la boucle recommence. On monte au stockage, on va voir Fishy, on interagit, scène, progrès ou inquiétude. Et seulement après, on peut vivre la journée. En vrai, ça m'a rappelé Minute, où cette minute se répète, ton cerveau se cale sur un retour forcé, ça devient presque angoissant. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce jeu, je mettrai le lien à la fin de la vidéo.
Très vite, il faut traiter l'invité, donc on repart. On demande des antibiotiques chez Sunny. Et c'est jamais un oui simple. Aider ici ressemble toujours à un petit risque. Sunny hésite, puis accepte. On revient au labo, on administre, on observe, et le lendemain on recommence. En parallèle, Brigitte continue ses manipulations d'échantillons. Tu ajustes, tu valides, et quand c'est fini, tu rentres dormir, parce que le Fedora coupe. À un moment, on dîne avec Brigitte. Une scène de vie, un bol de soupe, une discussion. La science avance, mais les relations aussi. Et toi, tu restes ce que tu es, pas le centre. Et à un moment, il y a un message sur le PDA. Pas un va nourrir les poissons, pas un ça fuit encore. Non, un truc nouveau. Les Lightkeepers. Une organisation secrète qui se méfie d'Allwater. Et là, d'un coup, tu comprends qu'il y a 3 plaques qui commencent à frotter. La science, le pouvoir et un contre-pouvoir, clandestin. Et au milieu, évidemment, Harold Alibu. Profil parfait, pas menaçant, partout, toujours disponible. Les Lightkeepers nous donnent rendez-vous aux toilettes. Oui, les toilettes. Pas besoin d'un grand QG d'espionnage. Juste un endroit où les caméras ne voient pas. Ils ne nous demandent pas d'être un héros, ils nous demandent d'être un technicien. Leur enjeu est simple, une preuve, un truc concret contre Allwater. Donc on va chercher une caméra au labo. Combinée à une petite voiture, on obtient une caméra guidable. Ce n'est pas un gadget futuriste, mais ça fait l'affaire. Et nous, on pilote. On envoie la voiture dans les conduits d'aération. Et quand on y arrive, on ne tombe pas sur une conversation de bureau banal. On tombe sur un moment privé. Castle Shop est seule. Elle s'identifie, elle prononce un mot de passe, un rituel d'authentification. Premier frisson, Allwater ne se contente pas de gérer des portes et des compteurs. Ils ont aussi des systèmes cachés, des accès réservés. Elle donne le feu vert pour une phase D. Elle demande si tout est prêt. Et là, conséquence immédiate, retour au labo. Parce que tu peux pas garder ça dans ta poche comme un ticket de caisse. On montre l'enregistrement à Maro et Cyrus. Et ça, c'est un peu important. On vient de devenir un lien entre une société clandestine et les scientifiques. Le trait d'union, le messager. Et à peine ce moment digéré, le jeu te remet dans son rôle naturel. Harold Alibu retourne à la manutention. Puis dodo, parce que l'électricité coupe. Et au milieu de cette tension, le jeu nous rappelle l'autre ligne narrative, la créature. Le lendemain, on fait ce qu'on fait tous les matins. On va voir fichier, on vérifie, on observe. Sauf que là, il y a un frémissement, un retour, une réponse. Ça ressemble à une présence, et pour avancer, le jeu te donne une tâche, trouver un moyen de communiquer. Pas une machine ultra sophistiquée, un truc tout simple, un livre illustré. Donc on part voir Chris, le prof, on lui demande le livre, et évidemment, le Fedora te laisse pas repartir tranquille. Chris te colle avec les enfants 2 minutes, et tu dois répondre à leurs questions. Et là, il y a ce moment étrange. Qui aurait imaginé Harold Alibu tenir une classe? Harold, l'assistant du labo, l'homme à tout faire, le type qu'on envoie trier les cailloux. Et soudain, c'est lui que les enfants regardent comme si c'était l'adulte responsable. Comme si responsable, ça voulait surtout dire celui qui est resté dans la pièce. Et puis Chris revient, il te donne le livre, on ramène le livre au labo, on le montre à la créature, on essaye de communiquer. Avec le temps, cette communication s'améliore. Maro met au point un traducteur. Et là, ce n'est plus Fishy. On apprend son nom, Weo. C'est un flumilime, et il n'est pas seul. Un jour, on se réveille, on monte au labo, Maro nous mène au fond. Elle nous montre un sous-marin. On pourrait s'en servir pour rendre visite au peuple de Weo. On embarque et le gameplay change. C'est une séquence sur rail, presque hypnotique. Tu prends le contrôle du sous-marin. L'océan est noir, épais, silencieux. Et le Fedora disparaît derrière, comme une lampe qu'on éteint. Et puis, la grotte. On débarque à l'entrée d'un endroit qui semble organisé, habité, comme une petite ville dans une caverne. Weo nous fait rentrer plus loin et là tu comprends. On n'est plus l'employé qui connaît les tubes, on est l'invité qui ne connaît rien. Dans la grotte, on ne débarque pas dans un simple tunnel, on débarque dans une ville. Mais une ville qui n'a pas nos réflexes. Déjà, il n'y a pas d'argent, pas de caisse, pas de transaction. La cité est organisée en stand, en poste, en petite station où les flumilimes font une chose précise. Et le plus dépaysant, c'est que tu ne comprends pas toujours ce que tu fais. Tu avances au ressenti, à la logique locale. Weo nous fait entrer, puis il a une affaire à régler. Il nous laisse sur un banc, avec un escargot à côté. Un truc vivant, lent. Ici, personne ne te presse, personne ne te colle une liste dans la main. On peut juste être là. Et puis 2 flumilines qui ont l'air plus jeunes viennent nous chercher. Ils nous amènent sur une petite plateforme, et là, le jeu lance un rituel étrange. Concrètement, tu marches sur des lumières, tu te places sur un cercle lumineux, tu aides à pousser une pièce au centre, puis tu reproduis des gestes, tu restes dans ta zone pendant que les cercles bougent. Et tu te sens bête, parce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Weo revient, et là, la grotte s'ouvre vraiment. On commence à circuler de stand en stand, comme dans un marché, sauf que personne ne vend. Tu découvres un stand avec des poissons dans des bulles, et une créature, un Kraoak, on le nourrit. Et là, logique totalement étrange. En le nourrissant, il fait apparaître une sorte de corde multicolore. Tu la prends, tu la mets dans l'eau et ça permet de récupérer un poisson dans une bulle. Et ce poisson bulle, tu ne le gardes pas, tu l'apportes à un autre stand. Là, un autre appareil produit une sorte de purée, un repas, sans faire de mal au poisson dans la bulle. Et on mange ça avec Weo, sans payer, sans compteur, sans procédure. Et puis, il y a la bibliothèque. Sauf que faut oublier le mot tel qu'on l'entend. C'est une pyramide, avec des bulles de gelée rangées comme des archives vivantes. Et le jeu te fait comprendre l'idée très simplement. Tu choisis, tu interagis, et au lieu de lire, tu mets ta tête dedans. Chaque bulle contient un souvenir, une sensation, une mémoire. Puis Weo nous mène dans un endroit précis, un trou, un point qui obsède les humains, même s'ils ne savent pas encore comment le nommer.
De ce trou sortent des particules énergétiques. Ça flotte, ça pulse, ça s'échappe comme si le monde respirait par là. Et d'un coup, tu comprends pourquoi Maro et Cyrus ont les yeux qui brillent. C'est pas juste une curiosité, c'est peut-être une source. Et nous, au milieu de tout ça, on est toujours Harold Alibu. On ne déchiffre pas l'univers, on suit, on touche, on apporte. On déclenche des scènes en allant au bon endroit, mais on est en train d'être toléré par un autre monde. Puis Weo nous ramène chez lui, on passe la nuit, on se réveille, et on refait le chemin en sens inverse jusqu'au sous-marin. Retour sous l'eau, même trajet hypnotique mais pas le même Harold. Parce qu'on ne ramène pas un objet dans le Fedora, on ramène une idée. Ailleurs, une société peut tenir debout sans compteur, sans procédure, sans all-water. Et ça, forcément, ça va peser. Et juste après cette escapade, le jeu te casse les jambes. Buddy est mort. Le facteur et sa gentillesse. Buddy, ce n'était pas quelqu'un d'important. Juste un type avec des sacs et des habitudes, mais on l'aimait bien. On assiste à ses funérailles, et d'un coup le Fedora redevient minuscule. Pas par manque d'espace, par manque de présence. Dans une ville où chaque visage finit par compter, une absence, ça fait un trou dans le décor. Et là, il y a une pensée qui arrive. Si Harold Alibu mourait aussi, est-ce que quelqu'un s'en rendrait compte? Est-ce qu'on ferait une cérémonie? Est-ce qu'il y aurait un silence? Ou est-ce que le vaisseau continuerait? Bref, on rentre, lourd. À partir de ce point, le quotidien devient une opération, parce que Allwater ne laisse plus la grotte Fulmiline dans ce statut flou d'expédition scientifique. Non, Allwater fait ce que Allwater sait faire. Elle absorbe, elle raccorde, elle administre. Dans le menu des tubes, la grotte devient une destination comme les autres. Tu montes, tu sélectionnes, et t'as même droit à un petit habillage d'entreprise, une voix qui te remercie. Comme si on venait d'ajouter un nouveau quartier au Fedora. Sauf que ce quartier, il n'a rien demandé. À l'arrivée, c'est géré, cadré. Allwater met un employé pour vendre l'idée comme une nouveauté. Nouvelle station, nouvel accès, profiter. Et là, tu comprends pourquoi je dis opération. Parce que tout se met à tourner autour d'un enjeu clair. Grâce au Lightkeeper, on comprend le plan secret d'Allwater. Ils gagnent du temps en douce. Ils raccourcissent les journées en modifiant l'heure partout. Comme si on pouvait économiser la vie en coupant 2 heures ici, 1 seconde là. Et le pire, c'est que sur le Fedora, ça a un sens. Moins de temps éveillé, moins de lumière, moins de consommation. Et au passage, on en apprend plus également sur les Lightkeepers. C'est pas une grande organisation, c'est des enfants. Les ados du Fedora. Un groupe qui agit en sous-marin parce qu'ils ont compris un truc simple. Si Allwater contrôle l'énergie, elle contrôle aussi l'info. Et elle contrôle même le temps. Pendant ce temps, les scientifiques mettent enfin des mots précis sur une nouvelle panique. Le départ, c'est pas on appuie et on y va. Il faut une fenêtre, une période calme entre 2 tempêtes de vent stellaire, une respiration rare. Si tu rates ce créneau, tu ne retentes pas la semaine prochaine, tu retentes beaucoup plus tard, une vie plus tard. Et ce créneau, c'est maintenant, donc tout devient urgent. Et quand on te décrit la mécanique du départ, tu réalises que c'est presque grotesque. Pour sortir, le Fedora doit d'abord pousser l'eau, pomper, expulser, se rendre flottant, puis jaillir vers la surface environ 1 minute, comme un poisson volant, et au moment où il perce l'air, allumer les propulseurs pour atteindre la vitesse d'évasion. Et une fois dehors, seulement là, les voiles se déploient, et le vaisseau recommence à manger l'énergie du vide. Et du coup, la fissure, elle, devient plus qu'un trou intrigant. Elle produit des particules, une piste énergétique, une ressource presque stable, quelque chose qu'on pourrait utiliser. Et toi, au milieu, tu continues à courir, sauf qu'à ce stade, c'est plus juste courir dans les tubes. Parce qu'il faut se rappeler pourquoi on en arrive là. Le Fedora est au bout d'une logique, l'énergie manque. Allwater serre les vis, le temps presse. Tout le monde parle de relance comme d'un miracle industriel. Sauf qu'un miracle, ça se fabrique pas avec des discours. Ça se fabrique avec Harold Alibu, qu'on envoie dans le trou, avec des appareils pour que quelqu'un d'autre étudie le phénomène. Weo vient avec nous, donc on s'y rend, et on plonge dans un délire psychédélique. Il y a une discussion étrange, les mots sont simples mais c'est lourd. Harold parle de responsabilité, de culpabilité, de ce réflexe de fuir dès que ça devient trop grand. Et Weo renvoie l'idée inverse. Harold n'est pas obligé d'être traîné par les attentes des autres. Et là, bascule net, une énorme fleur flottante. Weo te prend la main, et il te dit de sauter, et vous sautez ensemble. Et puis, on réapparaît hors de la fissure. Brigitte est là, et elle te balance une info brutale. Vous avez disparu presque 2 semaines. 2 semaines pour les autres, quelques heures dans la tête. Et surtout, Harold revient avec quelque chose dans les mains. Une source d'énergie, un objet qui compte vraiment. Et Brigitte n'attend même pas que tu digères, c'est la catastrophe. Les tubes ne répondent plus, donc concrètement, ils sont coincés dehors, aveugles, c'est un moyen de savoir ce qui se passe dedans. Et quand le Fedora se tait, c'est rarement un bon signe. Ce n'est pas calme, c'est une panne. Sa solution est directe, ils ont construit un nouveau sous-marin avec l'aide des Flumilim, mais il manque de carburant, et elle pointe l'évidence, la source d'énergie que tu tiens. Donc, on part. Et quand on approche du Fedora, le jeu ne te le dit pas avec une phrase, il te le fait voir. Le cockpit est givré, le froid mord. Donc c'est pas il fait frais, c'est la température autour du vaisseau a chuté anormalement. Tu aperçois des gens derrière les vitres, du côté des arcades, la preuve que tout n'est pas vide. Mais ça rassure pas, ça ressemble à un aquarium humain. Tu essayes de rejoindre le dock pour accoster, impossible, la glace a pris le dock. Et là, t'as ce truc horrible, ta ville est juste là et tu peux même pas rentrer par la porte principale. Plan B. Brigitte décide de passer par Biosphère 4, une zone du cœur du vaisseau abîmé depuis le crash, accessible par une brèche qu'elle espère moins gelée. On trouve l'ouverture et on entre. À l'intérieur, c'est sombre, désert, et le courant est coupé. Et là, le jeu te donne ton rôle. Ok Harold, fais marcher le truc. Brigitte te donne une tâche claire, aller chercher des câbles de démarrage dans le compartiment moteur, les brancher sur la source d'énergie et actionner l'interrupteur principal. Tu le fais,
Tu branches, tu bascules. Conséquence immédiate, la lumière revient localement. Pas partout, mais assez pour que l'endroit redevienne lisible. Et dès que ça revient, tu comprends que le vaisseau n'est pas mort. Il y a des bruits, des souffles, des frottements. Et puis tu les vois. Des girafes. Oui, des girafes, là, dans le ventre gelé du Fedora. Des coups interminables qui passent dans la lumière comme des antennes vivantes. C'est pas un petit animal qui s'est planqué, c'est un truc que ton cerveau refuse une seconde parce que des girafes dans un vaisseau échoué, sous un océan, c'est pas censé exister. Et le pire, c'est qu'elles sont sûrement là depuis un moment, comme si le Fedora gardait un zoo dans ses entrailles et que tu venais de rallumer la lumière où on n'aurait jamais dû aller. La logique ensuite est très simple, il faut comprendre ce qui s'est passé vers les arcades, vers les zones habitées. Brigitte parle de trouver une station de surveillance, des moniteurs, un point où le vaisseau peut enfin raconter ce qu'il a vécu pendant le silence. Et plus loin, on arrive à la phase interface, le cœur, les consoles, les symboles illisibles. Harold tente, il appuie, il navigue à tâtons, et quand ça marche, frisson. Le monde répond. Brigitte réoriente les convoyeurs, te fabrique un passage, te remet sur des rails, et le jeu t'aspire vers la dernière ligne droite. Révélation, confrontation, règlement de compte, tout ce qui remonte à la surface autour d'Allwater et de Castle Shop. Et quand tout retombe, le lendemain arrive. On se réveille, on remonte au labo, et Maro te donne la dernière consigne qui n'en est pas vraiment une, dire au revoir à Weo. Une dernière traversée, des lieux connus, la grotte, le village, Weo, les derniers mots. Et c'est là que ça devient limpide. Le Fedora va repartir, le destin collectif se remet en marche, les gens importants reprennent le volant du grand récit, sauf que Harold réfléchit. Et non, en fait, il ne repartira pas. Il ne montera pas dedans. Pas par accident, pas par oubli, par choix. Harold Alibu décide de rester ici, sur cette planète d'eau, avec Weo et les Flumilim, au lieu de remonter vers l'espace froid et vide. Comme s'il arrêtait pour la première fois d'aller avec la marée des autres, pour choisir la sienne. Allwater peut raccorder une grotte à un réseau de tubes, elle peut administrer l'altérité comme un district, elle peut même gratter du temps sur les journées, mais elle ne peut pas forcer Harold Alibu à repartir. Et finalement, c'est aux gens du vaisseau qu'on dit au revoir. Puis le Fedora s'en va, et Harold Alibu reste. Au fond, Harold Alibu n'a jamais sauvé le monde avec un grand geste. Harold Alibu a surtout tenu le monde en état, porter des caisses, lire des messages, traverser des tubes, répondre à des gens. Et c'est précisément ça que le jeu te fait regarder. Sur le Fedora, les grands décident, Allwater raconte l'avenir, Castle Shop cadre l'espoir. Mais tout fonctionne grâce aux petites mains qu'on oublie. Quand la fissure offre enfin une issue, une énergie, le vaisseau retrouve sa trajectoire et Harold, lui, trouve autre chose. Un endroit où il n'est pas juste une fonction. Rester, ce n'est pas abandonner la mission, c'est refuser de n'exister que par les besoins des autres. Pour une fois, Harold ne sert pas. Alors oui, ils s'en vont, ils dérivent dans l'espace, sans Harold Alibu. Mais finalement, est-ce que quelqu'un connaît vraiment Harold Alibu ? Si vous me demandez à moi, je répondrai oui. Harold Alibu, je l'ai connu. Pendant 10 heures, il était important pour moi. Enfin, voilà. Harold Alibu, en gros, c'est ça.